Et avant de vous présenter Christophe Bourgois-Constantini, je vais vous lire quelque chose. Ce n'est pas de moi, mais l'auteur se reconnaîtra. Conférence rime avec sens. C'est une découverte d'univers différents et d'éclairage de la part de personnes qui ont consacré du temps, de la passion et de la structuration à un sujet. Une conférence réussie, c'est une conférence où il y a un avant et un après. Le partage de l'expérience constitue le bien le plus important. L'impact est plus fort lorsque l'intervenant vient d'un univers très éloigné de celui de l'entreprise dans laquelle il intervient. Est-ce que j'ai bien retransmis votre pensée, Christophe? Bravo, Anne. Bravo, vous savez lire. Bien. Christophe, vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes quelqu'un qui avait eu 1000 vies dans une vie. Et c'est un petit peu le principe des conférences du kiff. Votre parcours, enfin votre ancrage de base, oui, je peux parler d'ancrage de base, c'est le milieu de l'ingénierie. Vous allez rapidement le contourner en devenant chef d'entreprise. Vous êtes par ailleurs un touche-à-tout puisque vous écrivez, vous êtes romancier, vous écrivez des polars, vous êtes musicien, saxophoniste, et surtout, vous avez fait un énorme boulot sur vous pour grandir, vous challenger et vous réinventer. Aujourd'hui, vous avez activé ces compétences et vous les mettez au service des autres. Et vous intervenez parce que votre dernier ouvrage, qui s'appelle « Les secrets de vos 10 intelligences pour redonner du sens à votre vie », permettent à ceux qui le lisent non seulement de dénouer des blocages, si blocage il y a, mais surtout d'en apprendre plus sur soi. Et le cadre dans lequel je vous ai demandé d'intervenir aujourd'hui, je laisse entrer Jean-Marc, c'est relever le challenge du retour en entreprise grâce aux intelligences multiples. Voilà, pour le cadre. Est-ce que c'est un bon résumé? Est-ce que vous voulez le compléter, Christophe? C'est un très bon cadre et j'ai surtout aussi également rebondi sur le titre de cette série de conférences, et je vous félicite pour l'avoir organisée, où est-ce que c'est en fait une recréation ou une récréation? Du coup, c'est vous qui me posez les questions. Voilà. On inverse. Donc, très bien. Vous voulez que je réponde tout de suite ou j'attends un peu? Pas du tout. Je suis parti là-dessus et après, vous le ferez en synthèse. Tout à fait. Vous ferez une synthèse ensemble. Oui, c'est un très bon résumé. Je vous en remercie. Oui. Du coup, je vous laisse la main. Vous voulez que je vous lance sur une première question? Non, c'est parfait, Anne, avec joie. Alors, Anne a parlé d'intelligence multiple, un peu de mon parcours. Et effectivement, depuis 8 ans, j'ai vendu mon entreprise. Je suis reparti à HEC après un tour du monde qui m'a amené aux confins de la Nouvelle-Zélande pour rencontrer des maîtres à penser et voir d'autres choses dans la vie. Et donc, j'ai fait une formation à HEC pour être coach de vie et coach d'équipe. Et j'avais un mémoire à faire et il se trouve qu'à Harvard, j'ai rencontré un professeur qui s'appelle Howard Gardner, qui est un petit peu dans cette mouvance depuis une vingtaine, trentaine d'années, qui est qu'il y a des gens qui réfléchissent sur cette notion d'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Je vous poserai à chacun d'entre vous la question, on aurait autant de réponses différentes. Monod disait que l'intelligence, c'est l'art de survivre en tant qu'espèce. Je vous en proposerai une, vous verrez qu'elle a un lien avec la conférence, qui est que c'est l'art d'associer des événements qui, en apparence, n'ont aucun rapport entre eux. Mais on pourrait dire que l'intelligence, en fait, depuis très longtemps, on ne s'est jamais véritablement posé de questions dessus parce qu'on nous l'a, depuis qu'on est enfant, on nous l'a programmé, on nous l'a casté, on nous l'a cadré. L'intelligence, elle est mathématique, elle est littéraire ou elle est rien. Je me souviens dans mon parcours, j'ai donc fait maths sup et maths spé et j'ai fait l'agro. Et je faisais un stage chez un paysan du Berry, s'appelle Maurice. Et à un moment donné, Maurice a 11 heures du soir, et c'est la première fois que je le battais la belote. Donc, je croyais qu'il le prenait mal. Il s'est levé et il m'a dit « Je m'en vais ». Je lui ai dit « Mais où tu vas? On n'a pas fini ». Il dit « Je vais semer, mon gars ». Je dis « Mais Maurice, il est 11 heures du soir, on peut peut-être semer ensemble demain matin ». Il dit « Ben non, c'est la pleine lune ascendante ». Je dis « Mais Maurice, la pleine lune ascendante, et alors ?»« Je vais avoir 15% de rendement en plus, mon gars. On t'a pas appris ça à l'agro ?» Eh bien, on ne m'avait pas appris ça à l'agro. On ne m'avait pas appris le vif, le vécu, le vivant. Et si Maurice avait fait un test du QI, vous savez, cette fameuse
courbe en cloche qui distingue l'intelligence des gens depuis Alfred Binet en 1907. Ça veut dire que les gens qui ont entre 0 et 80 sont considérés comme des quiches absolues. Ceux qui sont entre 80 et 120 sont des gens intelligents comme moi. Et ceux qui sont entre 120 et 160 sont des gens intelligents comme vous. Ben Maurice, probablement que s'il avait fait le test du QI, il aurait eu 50 ou 30. Mais alors, quelle intelligence de la nature! Et donc, dans ce travail avec Howard Gardner, qu'est-ce qu'il dit Howard Gardner? Qu'est-ce qu'il dit Antonio Damasio, qui est le livre de chevet pour ceux qui aiment le foot de Guardiola, ou de tous ces gens un peu qui sortent de l'ordinaire dans leur façon de coacher ou de voir la vie? Il prouve scientifiquement que nous sommes venus, toutes et tout ce monde, avec 10 intelligences dans le cerveau. C'est un héritage. Sauf que ces intelligences-là, on les a totalement oubliées. Alors, les raisons sont nombreuses. Il y a d'abord l'ascension sociale. Nos parents ont misé sur nous, et pour réussir, c'était le formatage de l'école, les maths, la littérature, et éventuellement un peu de philosophie, de géographie, mais surtout le quantitatif, les maths. Il y a le fait que la France est un pays de grains, et donc jusqu'au Moyen-Âge, on était plutôt dans une philosophie du cosmos. Bon, on avait de quoi manger, c'était bien, mais après, on a commencé à compter les grains, à les stocker, à créer des outils, à voir plus loin le cosmos avec la lentille, avec le siècle des Lumières, avec Descartes qui dit « Mais non, c'est surtout pas anima in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, Berck. C'est surtout cogito ergo sum, je pense donc je suis, je me distingue de l'animalité, je peux me rendre maître et possesseur de la nature. Je suis meilleur parce que je suis là. » Et d'ailleurs, vous pouvez écouter, vous êtes dans les médias, beaucoup de journalistes reproduisent à tort cette notion de mental, et je reviendrai de mon histoire avec Rafael Nadal ou d'autres champions, et de physique. Vous comprenez, il n'a pas de mental, ou physiquement il est bien, mais mentalement. Mais ça ne veut rien dire. Comment vous pouvez imaginer qu'un gosse, même vous, ou quelqu'un qui se lance dans une entreprise, ou qui, pour un joueur de foot ou de rugby, ou même un chercheur qui consacre des années et des heures à avoir quitté ses parents très jeunes, il n'aurait pas le mental. Mais ça ne veut rien dire. Le problème, c'est qu'on doit mettre les gens dans des cases. Et cette case, encore une fois, c'est vous êtes intelligent ou vous ne l'êtes pas. Et la bonne nouvelle, je trouve que c'est une nouvelle absolument géniale, c'est que non, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas des gens intelligents, parce que vous êtes des gens 10 fois intelligents. Quelles sont ces 10 intelligences? La première, elles ne sont pas dans l'ordre d'importance, mais vous avez donc l'intelligence de la logique et des mathématiques. Certains, même comme moi, quand même en maths sup, maths spé, je me suis dit, je suis une quiche, je voyais des types à côté de moi qui étaient des vrais génies. Mais en fait, cette intelligence-là, on l'utilise tous les jours. Une simple règle de 3. On l'utilise avec nos banques, on l'utilise dans des recettes de cuisine, on l'utilise. Mais on l'a tellement sacralisé qu'on a du mal maintenant, et j'y reviendrai, à la reconnecter au vif, encore une fois, au vécu, au présent. Donc, vous avez l'intelligence des maths. Vous êtes venu avec, je suis venu avec, il n'y a pas de débat. Vous avez l'intelligence spatiale. C'est cette intelligence de ces gens qui sont capables d'entrer, de dire « Ah, mais là, il y a un mur porteur, on pourrait le péter, ou je me repère tout de suite dans une forêt, ou je suis très à l'aise dans l'aménagement de ma cuisine, ou dans la déco, ou dans l'art, ou dans la peinture. » Vous avez toutes et tous dessiné lorsque vous étiez enfant et fait des jeux de construction. Certains l'ont, d'autres l'ont pas. Parce qu'encore une fois, le secret de ces intelligences, je vous en parle, elles sont en vous puisque vous êtes venus au monde avec, un héritage d'Homo sapiens sapiens, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les développer. Autre intelligence, celle du verbe et du langage. Ceux qui ont cette appétence et ce talent pour apprendre facilement les langues ou écrire. La quatrième intelligence, c'est l'intelligence du corps, l'intelligence kinesthésique. Et notamment dans cette intelligence kinesthésique, on a tendance à l'oublier parce qu'on n'en parle pas, parce que le corps, encore une fois, a tellement été segmenté de cette notion du mental que c'est presque un véhicule de notre âme, alors que c'est le moteur principal. Pourquoi ? Et je vous invite un jour soit à regarder dans un de mes livres, soit à aller sur un lien d'un cabinet finlandais qui s'appelle AALTO. On va vous montrer, là aussi scientifiquement, que toutes les émotions sont dans votre corps. Elles ne sont pas dans la tête, elles sont dans le corps, les émotions.
Donc l'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence de ceux qui savent découper des carottes, qui savent jouer au foot, qui ont la main en tennis, par exemple. Mais c'est aussi et avant tout l'intelligence des sens, l'intelligence des ressentis. Et je vais en parler beaucoup aujourd'hui, l'intelligence de l'écoute. L'écoute qui est clé dans l'intelligence de la relation. Et j'ai une question pour vous d'ailleurs. Est-ce que vous savez pourquoi vos mamans vous chantez des berceuses pour vous endormir? C'est pour vous montrer cette intelligence-là, elle est très très loin. Eh bien, figurez-vous que lorsque nous étions Homo sapiens sapiens, on était dans notre camp ou dans notre grotte, on était environné par des prédateurs, c'est vraiment struggle for life. Et on mettait un guetteur devant l'entrée de la grotte qui avait pour mission de chanter toute la nuit pour éloigner le danger. Et tant qu'il chantait, on pouvait dormir. Eh bien, vous voyez, ça, c'est pas quantitatif, l'écoute. À l'école, éventuellement, on dit élève dissipé pourrait un peu plus écouter, mais ce n'est pas quantifié. Et c'est pourtant primordial, comme je vous le montrerai tout à l'heure avec l'exemple de Raphaël Nadal. C'est primordial dans l'intelligence relationnelle. Apprendre à écouter l'autre, pas à entendre. À écouter, ce qui demande un effort. On y reviendra. Mais ça, c'est l'intelligence du corps. Encore une fois, qu'on oublie. Et qui est pourquoi elle est primordiale et j'insiste dessus, c'est parce que dans un retour en entreprise, elle est la clé de voûte de la systémique. Pourquoi? Parce que, en fait, la base d'un rapport humain entre deux êtres ou entre un être et un groupe, c'est l'autre est mon miroir. Je reviendrai sur cette notion. Le corps de l'autre est mon miroir. Le body speaking de l'autre est mon miroir. 472 muscles sur un visage, dont un seul qui est mobile, qui est la mâchoire bas. Et tout ça sont des signaux qui sont envoyés à notre subconscient, à notre inconscient, à notre héritage d'Homo sapiens sapiens. J'y reviendrai. Cinquième intelligence, le rythme et la musique. Merci Anne d'avoir dit que j'étais saxophoniste de jazz au Harris Bar. L'intelligence du rythme et de la musique, là aussi on l'a. Je reviendrai aussi là-dessus sur mon expertise avec Raphaël Nadal. On est venu au monde avec le rythme, la musique. Tout est rythme dans la vie. Depuis le rythme de circadien, du temps qui défile, jusqu'au rythme de notre cœur. Autre intelligence, l'intelligence spirituelle et existentielle. Elle a été très challengée avec la Covid. C'est par exemple cette intelligence des gens qui ont réfléchi sur le sens de la mort et de la vie, comme Comte Sponville, qui dit « c'est bien beau la Covid, c'est bien beau de vouloir vivre jusqu'à 85 ans, mais si vous vivez n'importe comment, ça ne sert à rien. Et si on veut apprécier la vie, il faut pouvoir comprendre la mort et accepter la mort. » C'est cette intelligence que les gens, soit dans le bouddhisme, soit dans d'autres événements de leur vie, soit en aidant son prochain avec la soupe populaire ou les restos du cœur, c'est cette notion un peu existentielle. J'y reviendrai aussi en conclusion parce que non seulement il y a une intelligence existentielle, mais il y a une intelligence aussi d'un projet commun, d'un projet d'entreprise commun, d'une systémique. Autre intelligence, l'intelligence du temps. Le temps vécu, le temps perçu. J'ai 25 minutes, mais je vais faire très très vite. Le temps vécu, c'est, vous prenez deux couples qui vont en même temps aux Maldives. Un a beaucoup de pognon, l'autre n'en a pas. Donc, le premier couple va en avion privé aux Maldives. Il y a un Riva qui vient les chercher. Ils sont sur une île déserte. C'est langoustes tous les jours, plongée sous-marine, massage, c'est le délire. L'autre, ils sont un peu entassés dans leur charter, mais il y a un Vaporetto qui vient les chercher. Ils sont les derniers à être déposés sur une île où il y a d'autres bungalows, mais c'est quand même pas mal. Hein, l'eau est toujours translucide. Ils ont un peu moins de langoustes, etc. Ils passent une semaine comme ça. Vient le temps de rentrer. Le premier couple arrive sur son avion privé. Au moment de décoller, les Malvuitons ont été oubliés sur l'île. Ça, c'est un problème. Il demande au pilote, et le pilote dit, écoutez, je suis désolé, moi j'ai un créneau de décollage. Il y a vraiment un cumulonimbus au-dessus de l'Éthiopie. Il faut vraiment qu'on l'évite et qu'on décolle maintenant. Donc, contrariété, quoi. On a oublié nos valises Vuitton et madame a oublié la collection de coquillages qu'elle avait réussi à faire, etc. Bon. En plein vol, ils sont dans la queue du Cunin, mais ça secoue pas mal, quoi. Pas mal d'angoisse. Ils arrivent à Orly, c'est la fin d'une grève des douaniers. Bref, le retour de ce dernier jour a été plutôt un enfer. L'autre couple rentre en charter, la valise n'a pas été oubliée, la collection de coquillages n'a pas été oubliée. Ils sont sur la fin du cumulonimbus, donc ça secoue un tout petit peu. Puis comme ils se posent à Orly, il n'y a pas la grève, ils sortent. Ces deux couples vont organiser un dîner
une semaine après avec leurs meilleurs amis. Le premier couple dira n'allez jamais aux Maldives. Le deuxième couple dira allez aux Maldives, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, notre cerveau dans notre évolution ne retient que le temps perçu et pas le temps vécu. Ça, c'est l'intelligence du temps. Et puis l'intelligence circadienne, si on a le temps, j'y reviendrai tout à l'heure. Autre intelligence fondamentale, l'intelligence pivot. Et posez-vous cette question. C'est qui pour chacun d'entre vous la personnalité la plus importante au monde? C'est qui pour chacun d'entre vous la personne la plus importante au monde? Quand je pose cette question en séance de coaching, mes coachés me répondent, c'est ma mère, mon chien, ma maîtresse, ma femme. Non. Pour chacun d'entre vous, la personne la plus importante au monde, c'est chacun d'entre vous. Si vous allez bien, tout le monde ira bien. Et là aussi, on a tendance à l'oublier parce qu'on confond égocentrisme avec égocentrage. Ça, c'est l'intelligence qui suit. Avant-dernière intelligence, l'intelligence relationnelle. Elle vous parle, j'y reviendrai. Et enfin, celle qui a été énormément développée pendant le confinement, l'intelligence de la nature. Beaucoup de gens se sont mis pendant le confinement à favoriser les circuits courts, à s'intéresser à ce qu'ils mangeaient. L'application BirdLab du Muséum d'histoire naturelle, c'est reconnaître des oiseaux, a été une application qui a été la plus téléchargée. Donc, sur ces 10 intelligences avec lesquelles vous venez au monde, vous comprenez que c'est autant de facteurs exponentiels pour créer du lien. Pour créer du lien à soi et pour créer du lien aux autres. Et dans tous mes livres, puisque j'en ai écrit 3 sur ce sujet, j'ai interviewé plus de 650 personnalités, donc qui vont encore une fois de François Pinault à Marinette Pichon, en passant par la présidente d'IBM actuellement, ou de screener la vie d'Ayrton Senna, de Mère Teresa, etc. Eh bien, tous ces champions de leur vie, Rafa en tête, sont devenus des champions de leur vie parce qu'ils ont développé un niveau de 5 intelligences. Premier constat. Vous m'entendez toujours parce que j'entends un bruit de café? Ouais, attends, est-ce que... Coucou mon deux blocs, je ne sais pas si c'est Steven qui est là, est-ce que... Voilà, muter ton micro, merci beaucoup. La deuxième constatation sur tous ces gens que j'ai interviewés, c'est que très généralement, ce sont devenus des champions de leur vie parce qu'ils ont développé une intelligence très éloignée de celle qu'on leur prête. Et j'enchaîne avec l'exemple de Rafa. Rafa, à un moment donné, je lui dis, mais j'ai l'impression que tu ne regardes pas la balle. Et il dit, ben non, je ne la regarde pas. Je lui dis, attends, stop, time out. Dans toutes les écoles de tennis, on dit, regarde la balle, regarde la balle, regarde la balle, regarde la balle. Il dit, ben non, je ne la regarde pas, je l'écoute. Je dis, comment ça, tu l'écoutes? Il dit, ben, depuis que j'ai 10 ans, Tony me dit qu'il faut certes que je regarde la balle, mais il faut que je me concentre sur le son que fait la balle. Si je me concentre sur le son que fait la balle, je m'adresse à une expertise qui est la kinesthésie et le rythme et la musique, donc 2 intelligences qui fonctionnent à 360 degrés. Le regard, c'est 160 à 180 degrés d'expertise. Et on est dans un monde du regard. C'est pour ça qu'il faut se revoir, mais j'y reviendrai en conclusion. C'est parce que c'est ce sens-là qui est primordial et que nous sommes dans une génération où ce sens-là est en train de disparaître au profit, malheureusement, de la vue. Et donc Rafa, non seulement ça lui permet de centrer parfaitement la balle, mais en même temps, il écoute les pas de l'adversaire et son positionnement sur le terrain. Et quand on dit que des Brésiliens, ils ont des yeux dans le dos, au football, c'est ça, oui. On va les disséquer et puis ils ont des globes oculaires. Non, ils ont eux aussi une notion de rythme et de l'écoute. Ils n'entendent pas, ils écoutent. Et c'est la clé de la relation avec l'autre, entre autres. Pourquoi Rafa, il écoute la balle? Ah, ça a été formidable parce qu'on a mis à peu près pas mal de temps pour comprendre. Et puis, on a trouvé, c'est lui qui a trouvé. Il me dit, mais en fait, mon grand-père, il est réparateur de violon. Parce que ces intelligences-là, entre autres, on en hérite. Je pourrais vous parler pendant des heures de ce qu'on appelle la transgénérationnalité. Si un jour ça vous intéresse, je peux faire une conférence là-dessus. Et donc, il a hérité d'un actif qui était que son grand-père était violoniste. Je vais vous prendre un autre exemple, pour être dans la parité. Je vais vous prendre Mélina Robert-Michon. Mélina Robert-Michon, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres et médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio.
était une quiche absolue en lancer du disque. C'est elle qui le dit. Hein. Elle ne comprenait pas pourquoi. Et puis un jour, elle tombe enceinte. Ça veut dire qu'elle a le temps. Elle a le temps. Et là, elle se dit, bon, ben, on m'a toujours dit que j'étais une sportive, que je n'étais pas intelligente, ben, je vais quand même essayer de regarder, de comprendre pourquoi je lance mon disque comme une quiche, quoi. Donc, elle se procure une vieille étude de l'Allemagne de l'Est, et il y a 5 critères pour bien lancer un disque. D'accord ? Ne me demandez pas tous les critères. Il se trouve que dans la plupart des critères, elle est absolument canon, elle est dans les 5 premiers. Mais il y a un critère où elle est totalement nulle, c'est sur la pénétration du disque dans l'espace. L'angle d'attaque du disque. Elle s'en rend compte alors qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des assiettes chez elle et elle commence à les lancer au ralenti. Et elle se rend compte effectivement que son geste est totalement nul. Mais on lui avait tout dit toute sa vie qu'elle c'était une quiche en maintien. Donc elle avait un complexe, parce qu'elle finit par le comprendre, ça. Et une fois qu'elle a compris ça, elle a appelé son entraîneur et elle lui a dit « On va changer totalement mon geste ». Et elle est passée de 10e mondiale à médaille d'argent, en s'appuyant sur une intelligence très éloignée. Et bien vous voyez, cette notion d'intelligence, ça m'apporte plusieurs réflexions, j'espère à vous aussi. C'est d'abord le changement de point de vue sur l'autre. Je me souviens, parce que j'étais chef d'entreprise, j'étais en concurrence avec Deco, et un jour, on était sur un très très gros contrat. Un gros contrat pour moi à l'époque, c'était 500 000 euros l'année, et il était question de choper ce contrat. Et je me rappelle y aller avec un de mes collaborateurs, et on arrive chez notre prospect. Et j'avais appris à mon collaborateur, quand tu arrives chez le prospect, tu es dans la forteresse, tu photographies tout ce qu'il y a dans le bureau. Les diplômes, les photos de mariage, les photos des gosses, les livres en présence, etc. Intelligence spatiale. Et il y avait une photo d'un marlin suspendu à un espèce de filin et notre prospect qui était à côté. Et mon collaborateur dit mais je vois que vous avez pêché un marlinus, machin truc. Mec, probablement vous l'avez pêché avec du fil de bidule, et puis c'était dans ce type d'océan, avec ce type de bateau. On n'a plus jamais été mis en concurrence. On avait créé du lien en s'appuyant sur des intelligences non quantitatives, en s'appuyant sur du qualitatif. Donc déjà, cette notion d'intelligence, ça permet de voir l'autre dans une toute autre dimension. À partir du moment où vous dites « mais je suis plus intelligent que je l'imaginais », ben, ça crée de la confiance en vous. Si ça crée de la confiance en vous, ça crée de la confiance envers l'autre. Pourquoi? Parce que c'est cette phrase magique que vous écoutiez dans la cour de récréation et que vous avez oublié, c'est celui qui dit qui est. Qu'est-ce que je vois chez l'autre que je n'aime pas chez moi? Donc, quand vous n'aimez pas un collaborateur ou une collaboratrice, vous dites, oh là, mais il est nul, il est radin, il ne bosse pas, machin, c'est celui qui dit qui est. Si vous allez bien, vous ne serez jamais emmerdé par quelqu'un d'autre. Et mieux, quand vous avez quelqu'un qui vous emmerde, c'est presque une opportunité en disant, mais chouette, il y a quelqu'un sur mon parcours de vie qui me dérange, donc en fait, il est en train de me questionner moi. Cette phrase d'enfant, c'est celui qui dit qui est, elle est absolument clé. C'est pour ça qu'il faut voir l'autre. C'est pour ça qu'il faut rencontrer l'autre, parce que l'autre est votre miroir, et c'est l'autre qui vous permet de grandir. Même votre pire ennemi vous permet de grandir. Si vous prenez la vie comme ça, il n'y a plus d'ulcère, il n'y a plus de... Je peux vous promettre, c'est un long chemin, hein. C'est un long chemin. Et moi, chaque fois que j'ai un abruti ou une abrutie sur mon parcours, je me dis, pourquoi on me l'envoie? Voilà. Pourquoi est-ce que l'univers me l'envoie? Ah, ben c'est pour que je progresse. C'est pour que je progresse. Voilà. C'est jamais la faute de l'autre. Dans chaque séparation, dans chaque énervement, dans chaque divorce, dans chaque relation, c'est du 50-50. Qu'est-ce que je vois chez l'autre que je n'aime pas chez moi? Et pour ça, il faut se voir. Et cette notion de confiance, une fois que vous l'avez développée, vous favorisez le bottom-up. Vous voyez, par exemple, moi, je suis divorcé, je vis avec mes enfants. Qu'est-ce que je fais tous les soirs? D'abord, comme on est un nombre impair, on tourne sur la table. C'est jamais moi qui préside la table en tant que père, en tant que figure paternelle. Et à chaque fois, c'est « Qu'est-ce que tu as appris, Joséphine, à l'école? Qu'est-ce que tu as appris, Oscar, à l'école ?» La grandeur d'un être humain, c'est de faire grandir les autres. C'est de laisser l'espace aux autres.
Expliquez-moi pourquoi vous ne comprenez pas. Expliquez-moi ce que vous avez appris aujourd'hui que je ne sais pas. Apprenez-moi. C'est pour ça que le bottom-up, c'est absolument fondamental dans une organisation. Et ça, il faut ouvrir cet espace d'échange. Pour ouvrir cet espace d'échange, il faut d'abord s'ouvrir à soi-même. Si on s'ouvre à soi-même, on ouvre un espace incroyable. Et la planète et l'univers vous envoient des émotions, des facteurs, des événements dont vous n'avez pas idée. L'écoute, j'en ai parlé. Il y a un autre facteur que j'aime beaucoup dans ce croisement d'intelligence et le fait de se voir, notamment en présentiel, c'est ce terme qui s'appelle la sérendipité. Steve Jobs, un jour, fait fortune avec Toy Story 1. Et puis, il y a Toy Story 2. Et donc, son directeur général, John Lasseter, lui dit Steve, on se lance. Oui, on se lance dans le cinéma, on va créer Pixar. OK. Et d'ailleurs, je vais te confier, mon cher John, tu vas me construire des bureaux demain pour Pixar. Qu'est-ce qu'il fait, John Lasseter? Il va à Hollywood. Il se rend compte qu'à Hollywood, ce sont des bâtiments qui sont les uns à côté des autres. Donc, il revient avec un plan avec des bâtiments les uns à côté des autres. Steve Jobs, qui ne mâchait pas ses mots lorsqu'il était énervé, l'a viré de son bureau en disant « T'as rien compris, t'es nul ». C'est absolument nul ce que tu me proposes, parce que moi, je prends la sérendipité. La sérendipité, c'est le fait. Et tu vas me créer un atrium central où les gens vont se rencontrer. Et sans le savoir, il y en a un qui va avoir une idée A, l'autre va avoir une idée B, et ça va donner une idée C. C'est-à-dire le fait de se rencontrer, cette systémique, cet échange de proximité, crée des idées géniales. Le post-it n'aurait jamais pu être inventé en télétravail, hein, les gars. C'est un mec qui passe dans le bureau et qui dit « Mais tiens, putain, ça me fait chier, regarde ce truc qui colle, il se décolle, j'arrive pas, c'est une colle de merde. » Et l'autre dit « Attends, donne-moi ça. » Donc, le présentiel, si vous voulez, ça permet de corréler. J'aime beaucoup ce terme de corréler les choses. Vous êtes 10 fois plus intelligent, mais vous ne le savez pas. Mais quand vous faites une action comme la cuisine, par exemple, vous mettez 7 intelligences en action. Quand vous croisez l'autre et que vous êtes dans l'autre mon miroir et que vous êtes dans cette systémique, dans cet échange, dans l'échange parce que tout passe par le corps et le présentiel, là, ça devient extrêmement fécond. Parce qu'il y a une notion qu'on a oubliée avec ce télétravail. C'est qu'en fait, non seulement on perd cette notion d'écoute, dont je vous ai parlé, mais c'est surtout que la problématique fondamentale, c'est est-ce qu'on crée du lien ou est-ce qu'on crée de la connexion? Et j'ai beaucoup réfléchi avec Luc Ferry là-dessus. J'ai interviewé le président de Google Europe. Est-ce que les applications, est-ce que le télétravail, est-ce que toute cette logique mathématique qui a créé des applis, est-ce que ça crée du lien ou de la connectivité? Eh bien, je peux vous dire qu'à 90%, ces applications, elles ne créent que de la connexion, elles ne créent pas du lien. Le lien, ça passe par le physique, par le corps. Pas besoin de se toucher, hein. C'est encore une fois cet effet miroir qui est absolument clé et fondamental. La question, c'est recréation ou récréation? On va parler de la motivation. Je vous l'ai dit, je suis connecté, peut-être je ne vous l'ai pas dit, mais je suis très connecté, je vous le conseille d'ailleurs, à des sites comme sur Harvard ou le MIT, ou même tout simplement en France avec le CNRS, hein, qui publie en permanence des podcasts et des choses absolument passionnantes pour s'ouvrir et s'élever. Et donc, il y a une étude absolument formidable sur la motivation. Il y a 3 types de motivation depuis que nous sommes Homo sapiens sapiens. Les chercheurs ont appelé ça la motivation d'abord 1.0. C'est celle qui fait qu'on se nourrit, qu'on s'alimente, qu'on se reproduit, qu'on survit en tant qu'espèce. Cette motivation, nous l'avons toujours. Vous avez ensuite une deuxième motivation qui est arrivée avec le Fordisme et le Taylorisme. D'abord le Taylorisme, le Fordisme et le communisme.
On appelle ça une motivation extrinsèque. Vous travaillez bien, vous êtes récompensé. Vous travaillez mal, vous êtes viré. Ça s'appelle la motivation de la carotte et du bâton. Elle dépend donc d'un facteur extérieur à vous. Elle dépend d'un jugement extérieur. Elle dépend aussi de quantitatif. Eh bien, toutes les études sociologiques, parce que la sociologie a toujours 10 ans d'avance sur notre vie actuelle, montrent que nous sommes passés depuis maintenant 1 an ou 2 à ce qu'on appelle la motivation 3.0, la motivation intrinsèque. Cette motivation intrinsèque, c'est qu'est-ce qui, moi, Cédric, Bruno, Vincent, Thomas, Anne ou Christophe, me rend heureux? Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi comme ressort intime et qui va me rendre heureux? Parce que si je suis heureux, je vais bien bosser, je vais être rentable. Qu'est-ce que je peux recréer chez moi en m'appuyant sur ces intelligences pour m'apporter cette joie récréative de découvrir qui je suis in fine? Donc, j'ai presque envie de vous proposer une synthèse, c'est-à-dire que pour moi, la recréation du lien à soi et donc des autres en présentiel crée forcément une récréation. On est dans cette joie très spinozienne. Spinoza disait, il n'y a pas d'espoir sans crainte. La seule chose que je peux maîtriser, c'est moi-même. Personne n'avait prévu la Covid, personne n'avait prévu... voilà, donc le quantitatif, les cours, tout ça, ça ne marche pas. La seule chose dans laquelle qui fonctionne, c'est la seule chose dont vous avez le contrôle, c'est vous-même, chacun d'entre vous. Ça, vous pouvez le contrôler, et encore. Certaines pulsions sont incontrôlables. Mais en tout cas, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est d'aller à la recherche de vos intelligences intimes, multiples. Parce que ça va vous mettre en joie. Si ça vous met en joie, autour de vous, ça va créer de la joie. Il y a de la joie. Donc c'est presque un point de vue philosophique, si vous voulez. Malraux disait le 21e siècle sera spirituel ou pas. Je trouve qu'on est au conflin d'une problématique philosophique. À quoi elle sert, ma boîte, là? Votre boîte, à quoi elle sert? Qu'est-ce que je fous dans cette boîte? Ben moi, je trouve qu'une boîte, c'est un noyau. Une boîte, c'est une âme. Après, il y a tout un tas de dysfonctionnements, mais ce qu'on vient de vivre devrait normalement permettre de co-créer un cadre, de co-créer une philosophie d'action. Moi, je me souviens, j'étais donc chef d'entreprise quand j'ai créé ma boîte avec Antoine, mon associé. C'est surtout lui qui a bossé, moi, j'ai rien foutu. On s'était dit, pourquoi on crée cette boîte, Antoine? Qu'est-ce qu'on va faire de cette boîte? C'est quoi ton projet de vie, Antoine? Et Antoine me dit, moi, je viens d'un milieu paysan, moi, je vais m'occuper de mes gosses, je passais du temps en vacances avec eux, il faut que j'aille à la ferme pour épauler mon père de temps en temps. Et toi, Christophe, bref, on a travaillé sur notre projet de vie. Et c'est quoi notre projet d'entreprise? Est-ce que tu es prêt à travailler avec des Russes dont on ne sait pas d'où vient le pognon? Ben non. Est-ce qu'on est plutôt pour une politique de marge ou une politique de volume? Est-ce qu'on est pour la parité? Est-ce qu'on donne une prime à des femmes qui tombent enceintes, etc., etc. Donc, on avait déjà, il y a 30 ans, quand on a monté notre boîte, mis en place un cadre global, à la fois existentiel pour nous et existentiel pour l'entreprise. Et ce cadre-là, il est fondamental après ce qu'on vient de vivre. Déjà pour comprendre que les objectifs à 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il faut comprendre la différence entre vouloir atteindre un but et viser un but. Et bien évidemment, il faut viser un but. La clé de la vie, c'est de comprendre cette différence entre viser un but et vouloir atteindre un but. Je crois que j'ai dépassé mon temps de parole. Je pourrais vous parler pendant des heures. Je ne sais pas, Anne, tu me coupes. J'allais te mettre un texto en mode il est 10h32. Non, parce que je pense que tu vas avoir plein de questions et que ce temps de questions-réponses, il est important. Je suis tout à vous. Thomas, je te passe le micro. Je veux bien démarrer. Déjà, merci beaucoup. J'ai eu l'impression de revivre en une demi-heure mes cours de philo de prépa, donc je trouvais passionnant. Et il y a quelque chose qui m'a interrogé, c'est que je trouve que vous posez beaucoup la question pourquoi. Et c'est une question que je me pose assez souvent.
Et même si on est dans une ère aujourd'hui où parle de plus en plus de développement personnel, de penser à soi, je trouve qu'il y a, en tout cas en Occident, ce truc où penser à soi, c'est mal. Et là, je trouve qu'il y a dans toute l'intervention, en fait, on en vient à se dire que finalement, penser à soi, c'est être capable ensuite de donner aux autres. Si on n'a rien à offrir, bah, c'est compliqué, quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant, mais ça demande un travail d'introspection qui, je pense, n'est pas toujours évident, ou en tout cas, faut avoir du temps aussi pour penser pour soi. Et c'est peut-être pas en capacité, enfin, tout le monde n'est peut-être pas capable enfin, pas capable, mais de le faire. Mais si ça pose des questions et l'intervention permet de poser des bases. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la question pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'avancer, je trouve, et pas Oui. comment. Alors Thomas, oui, d'abord merci pour ce feedback. Plusieurs réactions à ça. La première, quand je vous ai dit pourquoi, c'était pour être provoquant, bien sûr, mais la vraie question, c'est plutôt comment, parce que le pourquoi ramène au passé. Et par exemple, dans mon métier de coach, si vous voulez, et c'est toute la différence avec un psy, ce qui s'est passé avant, on s'en fout. C'est-à-dire, on ne va pas creuser le trou, on va essayer juste d'accueillir. Ce qui est plus important, c'est comment, parce que le comment, il ramène au présent et au futur. En complément de votre formidable question et remarque, Thomas, il y a un truc que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, à l'instant T, là où vous êtes dans votre boulot, vous pensez que c'est un arrêt sur image, mais non. Quand Anne me dit j'ai eu 1000 vies, c'est pas, on s'en fout de ça, c'est pas le principe. Moi, ce qui me guide, c'est ok, j'ai été abandonné par ma mère. Ok, j'ai vécu à Bamako. Ok, j'ai fait maths sup, maths spé pour faire plaisir à mon père. Ok, j'ai créé une boîte. Ok, je suis devenu coach de vie et écrivain et conférencier. Mais quel est le lien dans tout ça? Moi, c'est ça qui me permet d'avancer. C'est cette notion de big picture. Mais il n'y a rien de génial là-dedans. En d'autres termes, pourquoi, Thomas, vous êtes là sur ce monde, sur cette planète? Comment? D'abord, pourquoi, effectivement, mais surtout, comment? Quel est ce chemin de vie? Parce que la clé, en fait, c'est pas d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. La clé, c'est de sentir qu'on est à un moment donné sur le chemin de sa rectitude, quoi, de ce pourquoi on est venu sur cette terre. C'est ça la notion de chemin. Mais elle est accessible à tout le monde. Mais effectivement, vous avez raison. S'il n'y a pas dès le départ ce questionnement, et d'ailleurs, quand les gens m'appellent en disant j'ai entendu dire que vous étiez un bon coach, machin, je vous appelle de la part. Non. Vous venez que si vous avez vraiment envie d'être coaché. Sinon, c'est même pas la peine. Et c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour les hommes. Si je dois faire une synthèse de mes 8 ans de coaching, parce qu'on a du mal à aller chercher un peu cette part de féminité en nous, cette acceptation d'une forme de faiblesse, parce qu'on est toujours encore sur tu ne pleureras point mon fils, et ce côté testostéroné, machin, etc. Mais non. La force d'un être humain, c'est de venir avec ses faiblesses. Quand vous avez un chevalier qui vient devant sa reine déposer les armes en disant j'ai tout fait ma reine pour combattre et j'ai échoué, qu'est-ce qu'elle fait la reine? Elle le décapite ou elle l'anoblit? Elle l'anoblit. Cette posture de, comme je vous disais tout à l'heure pour les enfants ou dans le bottom-up, mais je ne sais pas moi, c'est pas parce que je suis dans une posture de sachant que je sais forcément, je ne sais pas. Et bien, de dire je ne sais pas, c'est une force incroyable. Après, je trouve que la question du pourquoi permet de voir le passé, mais ça permet aussi d'avancer. Parce que si on ne comprend pas pourquoi, s'il y a des choses qui nous sont arrivées, on ne peut pas avancer. Donc certes, c'est sur le passé, mais c'est pour une visée de... On est bien d'accord, mais si vous voulez, il ne faut pas que le pourquoi enferme. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Christophe, que ce soit dans le chat ou en direct? Il y a des petites mains qui se lèvent, parce que moi j'en ai plein des questions du jeu, c'est pas que je monopolise la parole. Ou alors vous êtes tous super timides parce que c'est vendredi matin. Ou tous déjà c'est un formidable espace d'échange et je ne sais pas tout. Donc, quand vous me posez une question, ça vous m'apprenez. Christophe, Champin, du coup. Je ne vous entends pas, Christophe. Christophe, on t'entend très mal. Tu n'as pas de micro. Mets ta question dans le chat, je la remonterai. Ce sera plus simple. Vas-y, Anne, le temps que Christophe écrive sa question. Le temps que Christophe écrive sa question. Moi, j'ai toujours on est parfois un peu en
on peut être parfois en mépris d'un accompagnement ou du rôle du coach ou de ce à quoi sert, et pardon pour l'utilisation très produit du mot sert, un coach. Dans les différentes entreprises où tu as pu passer, est-ce que tu as été confronté à des gens qui avaient ce mindset et qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir les faire évoluer? Alors, déjà, si tu veux, il y a une chose contre laquelle je me bats, c'est qu'il y aurait soi-disant une Anne, un Cédric, un Bruno, un Vincent, en tout cas ceux que je vois, des villes et des champs. En d'autres termes, il y a du coaching en entreprise et point barre. Mais non, mais non, mais non, mais non. Il y a un individu qui arrive au bureau et qui trimballe ses problématiques de l'enfant, ses problématiques familiales, ses problématiques avec son boss, etc. Donc, déjà, la posture qui est de dire on va faire du coaching en entreprise, moi déjà, ne fonctionne pas, premièrement. Deuxièmement, je pense, Anne, qu'il faille à un moment donné choisir son coach. Et quelque part, c'est très différent d'un mentor. Je pense qu'un bon coach, en tout cas, c'est comme ça que j'ai été formé à HEC et que j'ai vu mes collègues, c'est quelqu'un qui a dû en baver d'une certaine manière, qui a dû comprendre, et comme diraient les jeunes, qui a pris cher et qui a surmonté ça pour pas venir avec des recettes toutes faites. Un coach, c'est pas quelqu'un avec des recettes. Et bien évidemment, comme il y a plein de gens en ce moment qui sont en crise, etc., ils font une formation au bout de 6 mois, ils s'improvisent coach, et c'est un danger permanent. Mais je fais confiance à des entreprises déjà pour avoir un discernement, à des gens pour avoir un discernement. Et après, il y a différentes manières de pouvoir travailler en entreprise. J'ai inventé, par exemple, 2 formats différents. J'ai inventé un format que j'applique dans le groupe First, dans le groupe, pardonnez-moi, Iliad, où je m'installe 2 demi-journées par mois dans une salle vraiment géniale, où ils ont mis des posters, des trucs, des canapés confortables, etc. Et dans cette salle s'inscrivent les gens qui ne vont pas bien. Alors, on sait qui vient me voir, mais les entretiens sont totalement confidentiels, bien évidemment. Et donc, le management montre l'exemple, parce qu'il faut, encore une fois, c'est trop facile de dire oui, il faudrait peut-être coacher mes équipes, mais si on commençait par toi d'abord, c'est important, hein, qui est en tête de la pyramide. Et donc, en fait, si vous voulez, le coaching, il peut revêtir différentes manières d'être, en fait. Mais encore une fois, la plus importante, c'est qu'il n'y a pas une personnalité des villes et une personnalité des champs. Il y a une seule et même personnalité. Et c'est ça qui est important. Et les progrès sont très rapides. Après, oui, c'est pas il n'est pas question de technique en coaching, c'est à la technique de s'adapter à l'individu. Mais après, oui, on a du terrain, on a de la bouteille, on en a vu. Si vous voulez, tout à l'heure, avant de conclure, je pourrais vous raconter mon dernier coaching avec mon vice-champion du monde de ski, qui est pour moi un modèle du genre, quoi. Eh ben, vas-y, c'était mercredi matin, donc allons-y, c'est tout frais. En fait, le gosse, il vient me voir parce qu'il finit dans les 3 premiers à chaque fois, mais il y a un truc qui ne va pas, il se casse la gueule ou il descend trop vite. Donc, ça faisait 6 mois qu'on travaillait ensemble. Le coaching, c'est une fois tous les 15 jours. Et puis, à un moment donné, il m'appelle et il est en train de faire du kitesurf parce que tous ces champions de la glisse, ils sont aussi bons sur la mer que sur la neige. Et je le sens revivre. Enfin, mon oreille, mon écoute me dit « Waouh, putain, il a une voix là, incroyable, qu'est-ce qu'il est heureux !» Et allez savoir pourquoi, je le vois dans l'océan et je vois sa tête dans les 30 cm d'eau, enfin d'air, qui sont au-dessus de l'océan là. Ce pourquoi les surfeurs sont blonds, parce que vous avez en fait H2O, l'eau de l'océan, qui se mixe avec l'oxygène tellement il y a un brassage, et ça fait H2O3, l'eau oxygénée. Mais donc l'autre là, il est comme dans un shoot d'oxygène. Et je vois une image et je lui dis, mais décris-moi. Il me décrit l'oxygénation qu'il a, etc. Et je lui dis, redécris-moi ta dernière course. Et il me dit, ben voilà, j'arrive à 3000 mètres d'altitude, je sors de la benne, je rentre dans un espèce de truc très gris, et tout est très gris. Et là, je me dis, putain, et pardonnez-moi, hein, il sort de l'utérus de sa mère. Il est en train de me décrire, et je lui dis, comment s'est passée ta naissance? Il dit, ben, ma naissance, je t'en ai jamais parlé. Je dis, non. Il dit, ben, je suis né avec le cordon autour du cou, et j'ai été séparé de ma mère pendant 1 semaine et sous oxygène. Et depuis qu'on a connecté ça, depuis qu'il a compris qu'en fait, que sa problématique, c'est dès qu'il était à 3000, il était en manque d'oxygène,
et que ça lui rappelait une douleur tellement forte de sa naissance qu'il descendait à toute berzingue pour retrouver de l'oxygène. Et depuis qu'on l'a conscientisé, ben, il gagne ses courses. C'est ça la magie du coaching, quoi. Ça va tellement, c'est tellement holistique. Voilà, c'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas. Je me permets de te partager Christophe Champin, qui a dû filer en réunion, me dit beaucoup de choses dans lesquelles je me suis retrouvée pratiquant beaucoup la méditation en pleine conscience et ce qu'il y a autour. Une belle fenêtre alors que je démarre une réunion compliquée. #gratitude. Merci. Il est 10h43. On a clairement dépassé de 3 minutes, mais tout va bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou est-ce que je rends sa liberté à Christophe? Au moins. Tarek, je te laisse la main. Il faut que tu démutes ton micro. Ou que tu... Allô? Oui. Oui. Bonjour, Tarek. Oui, bonjour Christophe. Merci beaucoup pour justement ce moment où voilà, moi je me suis retrouvé énormément dans beaucoup de choses que tu as dites. J'aimerais, enfin bon, je sais que chaque thème dont tu as parlé, voilà, mérite d'être développé pendant des heures. Très brièvement, tu as mis l'accent justement sur l'importance de l'ouverture à soi. Peut-être en quelques minutes, justement, enfin, si tu peux développer cette notion d'ouverture à soi qui, comme tu l'as dit, permet justement d'ouvrir un espace incroyable. Et autre question, tu avais dit que justement, enfin, l'intérêt d'être bien, c'est que ça impacte aussi les autres. Mais cette démarche, c'est un peu, elle est voilà, individualiste dans un premier temps. Dans quelle mesure, enfin, jusqu'à quel point elle doit le rester? Parce que bon, elle est en contradiction entre l'individualisme et l'ouverture aux autres. Donc, je trouve que cette notion-là, enfin, dans quelle mesure on se limite à cette individualité ou jusqu'à quel point pour pouvoir après s'ouvrir aux autres. Je ne sais pas si c'est... Si, c'est très clair, Tarek. Je vais rebondir d'abord sur ta deuxième remarque et merci encore une fois pour ce partage. Il est évident, si tu veux, que dans tout ce qui est dans cet échange d'aujourd'hui, et que ça soit dans la méditation, pleine conscience, ou tu vois, par exemple, je fais faire du horse coaching à mes coachés, ou encore la transgénérationnalité, c'est bien évidemment une ligne bleue des Vosges, c'est une asymptote, et qu'on n'atteindra jamais. C'est une philosophie de vie. À partir du moment où tu es toujours dans cette posture de dire, mais est-ce que je suis bien, moi? Est-ce que je vais bien? Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais en permanence, on est dans la projection des choses. La projection de nos propres angoisses. On n'a pas le temps, mais à la limite, j'aurais pu vous faire un exercice. Si on a 5 minutes de plus, je vais vous donner les consignes d'un exercice, vous allez le comprendre. Je suis toujours en train de projeter chez l'autre ce qui ne va pas chez moi. Donc, c'est toujours fondamental de vouloir faire l'effort de comprendre qui je suis. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est justement l'inverse. Quand tu es dans l'ego, quand tu ramènes ta fraise, c'est que tu n'es pas bien. Ceux qui se battent sont les plus fragiles. Ceux qui gueulent sont les plus fragiles. Ceux qui sont là, moi je, sont les plus fragiles. Celui qui est dans une posture, je me connecte à moi, je vais essayer de comprendre ce qui ne va pas, ce que l'autre réveille en permanence chez moi de ce qui ne va pas. Là, je peux créer du lien. Aime ton prochain comme tu t'aimeras toi-même. Je ne suis pas catho, je ne suis pas religieux, mais c'est une base absolument clé. Comment on fait pour ça, puisque ta question est là? C'est de participer justement à un échange comme celui d'aujourd'hui. C'est d'écouter une conférence, tu peux aller écouter certaines de mes conférences ou d'autres de personnalités iconiques comme Christophe André, comme sur le bonheur, tout un tas de gens, de confrères. Moi, je vais très souvent écouter Luc Ferry parce que je n'ai pas une passion pour lui, mais il explique tellement bien le grand style nietzschéen, il explique tellement bien la philosophie de vie, c'est qu'à un moment donné, tu puisses te dire... déjà, toi, si tout à l'heure tu vas dans ta cuisine, tu vas dans ta cuisine ce soir et tu te dis, tiens, mais putain, mais c'est vrai que je coupe vachement bien les légumes. Si tu coupes bien les légumes, c'est que tu as une intelligence kinesthésique. Ou tiens, c'est marrant, moi, mes pâtes, elles sont toujours al dente. C'est que tu as une intelligence du temps.
C'est-à-dire, à un moment donné, tu peux faire un arrêt sur image et te dire, mais dans une action aussi simple que de faire la cuisine ou ranger mon bureau, qu'est-ce que je mets en œuvre comme intelligence? Et là, le truc qui est absolument génial, et je te demande, je te prie de me croire, c'est quand tu commences à tirer un fil, c'est comme le spaghetti de La Belle et la Bête, du La Belle et le Clochard. À la fin, ça finit toujours par un énorme bisou que tu te fais, quoi. Mais tu tires le fil et tu te dis, tiens, mais comment, à partir du moment où j'ai découpé une carotte, d'abord, tu vas te rendre compte que si tu coupes les carottes en dés, c'est pas la même odeur que si tu les fais râper, et c'est pas la même odeur que si tu les coupes en tranches. Et déjà, la nature, elle te sert ça sur un plateau, tu te dis, waouh, déjà, moi, ça m'a toujours fasciné, ça, et etc., etc., etc. Quand je fais du saxo, Anne rappelait que j'ai du saxo, moi j'ai commencé à 40 ans de faire du saxo et à 43 ans d'écrire. J'ai eu 5 en français au bac, 6 en philo. J'ai envoyé 30 manuscrits. Je vais te lire la phrase, la lettre par cœur que j'ai reçue. Monsieur Bourgois-Costantini, nous venons de finir la lecture de la note noire. Ce n'est ni fait ni à faire, vous ne serez jamais un écrivain. Ne vous évertuez plus jamais à nous envoyer un manuscrit de ce type. C'était signé des éditions Grasset de Manuel Carcassonne. Et avec ce manuscrit, j'ai eu le prix de Beaune. Il faut oublier tout ce que les parents ont dit de nous. Il faut oublier tout ce que les professeurs ont dit de nous. Parce que c'était dans un cadre dont eux-mêmes n'avaient pas de conscience. C'est lâche-toi, Tarek. Tout est possible. Tout est en toi et tout est autour de toi. On ne t'entend pas, Anne. J'ai fait une Luc Montbran avec toute la tendresse qu'il y a dans cette phrase. Tu as une question, Samira? Oui, bonjour tout le monde, bonjour Anne, bonjour Christophe, bonjour Salut. à tous. J'ai adoré cette conférence, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pas eu l'impression qu'on était tourné sur l'individu et que c'était quelque chose d'égocentrique et centré sur nous-mêmes. Au contraire, parce qu'on nous dit souvent, d'ailleurs, on prend souvent l'exemple dans l'avion, si vous voulez aider les autres, si jamais il y a un problème, il faut commencer par s'aider soi-même pour... ce que moi, je voulais avoir des précisions sur cette invitation à mieux nous connaître. Je trouvais ça, enfin vraiment, je trouve ça hyper intéressant, mieux connaître ces types d'intelligence pour pouvoir se valoriser, se rassurer, prendre conscience de ce qu'on a d'unique en nous, ce qu'on peut offrir aux autres, et du coup avoir plus confiance en nous. Mais le problème, c'est que on peut essayer de s'observer, comme vous dites, en découpant les carottes ou en faisant autre chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais en fait, quand on vit dans le monde de l'entreprise, on vit aussi dans l'urgence. C'est vrai qu'on est connecté à l'autre et vous l'avez très bien dit, ce qui nous dérange, c'est l'autre. C'est aussi un cadeau pour nous parce que ça nous permet de décrypter ce qu'on n'aime pas chez nous ou ce qui va pas, ce qu'on devrait changer. En revanche, quand on travaille peut-être dans l'urgence, on n'a pas cette possibilité de décrypter, de comprendre, de faire ce travail en fait d'analyse, de rétrospection, un petit peu ce qu'on a pu faire pendant le confinement. Donc, même quand on est ouvert à énormément de disciplines et qu'on lit, on peut se retrouver. Vous avez parlé de psychanalyse transgénérationnelle tout à l'heure. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut décrypter dans le passé, dans ce qu'on vit aujourd'hui. Votre travail, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, puisque vous êtes coach. En revanche, j'ai l'impression qu'on a toujours besoin d'un regard extérieur qui va nous aider à décrypter, parce que nous, dans notre quotidien, on ne s'en rend pas vraiment compte. On vit dans l'urgence, on fait des métiers hyper stressants, on est confronté à l'autre. Alors oui, l'autre peut nous déranger, mais en même temps, on ne peut pas travailler tout seul. Et donc, même si on fait cet effort de mieux nous comprendre pour essayer d'être plus vertueux, dans une société plus vertueuse, je pense qu'on peut vite tourner en rond. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Quelles étapes, enfin, par quoi commencer quand on a envie d'aller vers ce travail-là, enfin, ce travail d'introspection et de devenir meilleur finalement, et de briller et d'être lumineux pour soi et pour les autres, mais qu'on tourne un petit peu en rond. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, voilà, merci. Samira, merci pour cette question. J'ai oublié de dire un truc lorsque j'ai répondu à Tarek, et il y a aussi une chose que je pratique beaucoup,
c'est les drivers de l'enfance. Alors, oublions déjà la notion du temps, mais déjà, Samira, qu'est-ce qui vous rendait heureuse, enfant? Moi, c'est une question sur laquelle je travaille toujours énormément. Peut-être qu'enfant, vous aviez une intelligence de la nature incroyable. C'était vous qui vous cachiez le mieux. Vous avez une intelligence visuelle spatiale absolument incroyable. Vous aimiez le dessin, la musique. Autant de choses que vous avez oubliées parce que il fallait réussir à l'école, etc., etc. Moi, je connais le vice-président de Valtus, Thierry Grimaud, c'est un de mes amis. Il a fait HEC, certes, mais il a été viré à un moment donné alors que Jean-Marie Messy avait misé sur lui, dans la catastrophe de J6M, etc., etc. Il s'est retrouvé le bec dans l'eau, plus aucun copain. Il a été dans sa chambre d'enfance, il a ouvert un tiroir, il a retrouvé des figurines Panini. Et il s'est souvenu, il s'est dit, comme il vient d'une famille qui n'a pas d'argent, à l'époque, les figurines Panini, vous savez, il fallait collectionner les joueurs de foot. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous les blaireaux? Ils achètent les 11 joueurs qui sont toujours les meilleurs. Et qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Thierry, qui n'avait pas un rond? Il se souvient qu'il avait acheté le remplaçant, puis le remplaçant du remplaçant, mais c'était indispensable pour finir une collection. Et il me dit, je me souviens, j'étais devenu le roi de la cour de récréation, parce qu'en fait, tout le monde avait besoin de moi pour prendre mes cartes. Donc, je mettais en relation des gens qui avaient des cartes avec des gens qui en cherchaient. Et bien, il a créé Valtus. Valtus sont des managers qui cherchent des managers de transition, et il les met en relation avec des managers de transition qui cherchent des missions. Donc, il y a déjà ce qui est inscrit dans l'enfance. Ensuite, il faut parler au chef. Le temps du chef n'est pas le vôtre. Quand vous êtes un chef, ou même quand vous avez un subalterne et vous lui transmettez un dossier, pour vous, c'est passé. Vous avez transmis l'action. Vous avez transmis le flambeau du relais 4x100. Là. Après, c'est terminé. Donc, le temps du chef n'est pas le vôtre. À vous de dire au chef, mais attends, tu es en train de me donner une mission, mais là, je ne peux pas. Et je vais t'expliquer gentiment pourquoi. J'ai toujours remarqué que les gens avaient du mal à dire une forme de vérité. Mais là, je ne peux pas. Encore une fois, ce côté chevalier, c'est non, là, je suis démuni. Tu me demandes une mission, puis une autre. Je ne peux pas. Malgré tout le monde, apprendre à dire non. Samira, apprendre à dire non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire un jour, Samira? On pourrait travailler ensemble, mais ce n'est pas le sujet de cette conférence aujourd'hui. Et effectivement, de distiller. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on va dire, mais Samira, en fait, ce n'est pas qu'une femme qui a ces qualités-là. En fait, Samira, elle est vachement bonne dans le rythme et la musique, donc elle a une écoute incroyable. Ou elle a une vision des choses parce qu'elle a une spécialité incroyable. En fait, il faut apprendre à voir l'autre dans toutes ses composantes. Comme je l'ai fait avec mon collaborateur qui a repéré un marlin qui nous a permis de signer peut-être le plus gros contrat qu'on a jamais signé dans notre boîte, quoi. Il faut voir le collaborateur non pas dans la dimension dans laquelle il est, mais en imaginant ce qu'il peut apporter au système et à la collectivité. Même dans les intelligences qui sont mineures et non quantitatives. Et c'est surtout dans celle-là qu'on fait la différence. C'est dans celle-là qu'on fait la différence. C'est pas dans à la course à la meilleure rationalité, vous trouverez toujours meilleur que vous. Je me rappelle de mes échanges avec qui est dans mon premier livre, je crois, ou dans le deuxième, avec ce metteur en scène là, qui a fait Un homme et une femme. Claude, à un moment donné, on était au café, d'ailleurs, il me dit, tu sais ce que j'aime? Je dis non, il me dit, j'aime bien venir au café. Pourquoi? Parce que j'observe les gens. Et il me dit, tu sais quoi, à 80 balais, Christophe? En fait, c'est comme les analyses médicales. Dans la vie, il faut être moyen partout. J'ai jamais vu un extrême heureux. J'ai jamais vu un très intelligent ou un très riche heureux, ou un très pauvre heureux, ou un très con heureux. Il dit, il faut être dans la moyenne. Mais cette moyenne, elle se partage, elle s'explique. Et puis, Samira, un truc aussi qui est clé, c'est le concept de répétition freudien. C'est que la vie, elle vous a choisi un boss ou un collaborateur qui, comme de par hasard, mais il n'y a pas de hasard, est là pour vous faire grandir. Qu'est-ce que je vois chez mon patron que je n'aime pas chez moi? Christophe, ça va être le mot de la fin. Pardon, on pourrait rester ensemble très très longtemps. On a notre prochaine conférence qui commence à 11h. Laurent, qui est l'intervenant qui va passer après toi, s'est déjà connecté. Je voudrais juste que les gens aient le temps de faire un petit café, une pause.
Merci mille fois pour C'est cet moi. éclairage et pour cette respiration du matin. C'était super. Tu as Merci. plein de petits pouces qui s'allument. Tu as plein de merci dans le chat. C'est moi qui vous remercie parce que c'est une dynamique et j'aurais tellement aimé vous voir en présentiel. Mais bon, ce sera peut-être une fois pour une fois. Écoute, oui, qui sait? Il paraît qu'il n'y a pas de hasard Allez, dans la vie. passez Bonne un journée, bon Christophe. week-end. Et n'oubliez Merci pas, beaucoup. entre vous, c'est vous la personne la plus importante au monde. Hein. Voilà, on va se faire des A4 pour les mettre au bureau. Pour ne pas oublier. À bientôt. Merci de Christophe, votre confiance, Anne. merci Christophe. Merci. Allez,